Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape du côté de Tirreno Adriatico. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de ce sprint. On parlera des coureurs top, des flops et bien entendu bilan des classements en fin de vidéo. Et puis vous retrouvez les classements également dans la description de cette même vidéo. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les vidéos dès qu'elles sortent, dès qu'elles sont mises en ligne. Et plus vous cliquez rapidement après la mise en ligne, plus elles sont mises en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font cet effort et qui font des super thanks. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Une étape qui n'a pas été hyper passionnante, on va pas se mentir. C'était une étape de plat et sur Tirreno, les étapes de plat parfois sont extrêmement longues, très longues. Et aujourd'hui, les coureurs étaient, pas très pressés d'aller à l'arrivée, vu qu'on a mis quasiment 30 minutes de plus, je crois, que l'horaire le plus rapide. Parce que l'horaire normalement d'arrivée était aux alentours de 15h45. Pour permettre aux gens de regarder un petit peu Paris-Nice. Et en gros, ils sont arrivés en même temps que la Soudal Quick-Step, donc voilà, quasiment en même temps que la Soudal Quick-Step, donc qui était la dernière équipe du contre-la-montre par équipe. Donc ça a été une journée plutôt longue. Il s'est quand même passé beaucoup de choses, notamment deux éléments importants dont on reviendra, mais il y a peut-être même voire trois choses qui m'ont déplu sur cette journée, et on y reviendra du côté de Folonic. Allez, le résumé de cette étape. Eh bien, pas très passionnante en début de journée avec Tarozzi qui attaque dès le kilomètre 0, qui va prendre donc l'échappée, mais il n'aura personne d'autre avec lui. Donc attaque au kilomètre 0, il va prendre 4 minutes 20 d'avance au maximum, et puis l'écart qui diminue à 1 minute 50 à 86 km de l'arrivée. Et au même moment, quand l'écart diminue encore un petit peu, Tonelli et Baïs décident d'attaquer les deux coureurs de la Polti Visit Malta. Ils reviennent sur le pauvre Tarozzi et ils vont lui piquer les points du classement de la montagne. Là, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme que le mot piquer. Et ensuite, l'échappée, l'écart va diminuer à 1 minute 20, puis 33 secondes, puis 25 secondes, et puis à 39 km de l'arrivée. Donc une fois qu'ils ont bien pris leur butin, l'échappée est reprise. Au même moment, chute importante, David Gaudu, avec Reindering notamment, et Gaudu qui ne repartira pas, très souffrant. Là, il a pris un gros choc, Gaudu, sur cette chute, nouvelle chute depuis le début de saison. Il commence à les enquiller un petit peu, David Gaudu, donc l'échappée reprise. Et puis à 13 km de l'arrivée, vous avez la Ineos qui décide d'accélérer. Ça allonge énormément le peloton. On se dit, est-ce qu'il y a une possibilité de coup de bordure? Alors moi, je vous avais dit, il y avait à avoir un peu de vent de côté sur la fin, sauf qu'il n'était pas suffisamment fort. Et 2 km après, quand le peloton était bien tendu et énervé, on a la chute de Dylan Groenewegen, c'est lui qui provoque la chute, une erreur d'attention de sa part, et il va entraîner Michael Valgren et Asparen, qui était bien classé hier, Michael Asparen, du côté de la Q36.5, et Michael Valgren, qui va abandonner également suite à cette chute. Sévèrement là aussi touché, il est tombé à forte vitesse, le coureur danois. On espère même que c'est pas trop grave, parce que comme il a déjà connu des grosses périodes d'arrêt, j'espère que ça sera pas trop grave pour lui. Donc voilà, une journée marquée par les chutes, et on arrive dans le final avec un énorme travail de la Lidl Trek dans les 7 derniers kilomètres, comment vous dire. Il n'y avait que la Lidl Trek à l'avant du peloton, quasiment toutes les équipes ont essayé de lutter mais n'ont pas réussi. Et sur la fin, vous avez un énorme boulot de Tons, vous avez un énorme boulot surtout de Stuyven qui passe parfaitement Milan. Consoni n'a quasiment plus rien à faire.
Milan est catapulté et seuls Zillard et Penwet sont dans la roue, mais n'arriveront jamais à remonter le coureur italien qui s'impose donc pour la 5e fois, 6e fois de la saison du côté de Jonathan Milan. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Jonathan Milan, hein. Comment vous dire, du côté de Milan, c'est compliqué. Alors déjà en temps normal c'est compliqué de le battre, parce que même quand il fait des erreurs, comme il est quand même très fort en ce moment Milan, grosso modo sa force permet de compenser les quelques erreurs qu'il peut faire, mais en plus quand il n'y a pas d'erreur, là ça commence à devenir compliqué, hein. Parce que là, même un sprinter moyen, on va dire, se serait imposé vu le travail qu'a fait avant son équipe. C'est-à-dire que là, pour ne pas gagner aujourd'hui, il fallait quand même un petit peu forcer, hein. Il fallait vraiment le vouloir, j'ai envie de dire, pour ne pas gagner sur cette étape. Énorme boulot de la Lidl qui a été au-dessus. Autant je vous dis, ces derniers temps, souvent les trains, il n'y a pas un train qui domine et ce qui fait que les sprints sont un peu chaotiques. Autant là, bon, à part les 2 chutes à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, après le sprint est très fluide. Il y a une équipe qui emmène, les autres essayent de prendre la roue, et même en prenant la roue, comme c'est Milan et qu'il n'y a pas d'erreur, ils ne peuvent pas le remonter. Tout simplement parce que c'était lui le maître des horloges, c'était lui le maître du temps. Et quand Milan est le maître du temps et des horloges, il n'y a rien à faire. Tout simplement, il n'y a rien à faire. Voilà, et ses adversaires, aujourd'hui, ils ont beau ils ont beau réfléchir pendant 20 minutes, 25 minutes, peut-être 1 heure, 2 heures, ils trouveront pas la solution parce qu'en fait, il n'y a pas de solution pour le battre aujourd'hui. Il aurait fallu qu'il fasse des erreurs, il ne fait pas d'erreurs. Tout est fait à la perfection aujourd'hui. Bon, voilà. Bravo. Bravo la Lidl Trek. Bravo cette formation. Et on peut quand même noter le contraste entre Jonathan Milan, son équipe fait tout à la perfection, le train a marché efficacement, et la gueulante de Mats Pedersen hier matin envers Ryan Gibbons. Elle est assez marquante quand même cette différence entre d'un côté où tu as l'impression que pour Mats Pedersen, il n'y a rien qui s'enquille depuis le début de saison, il n'y a rien qui fonctionne correctement, il tombe malade, le train ne fonctionne pas correctement, il est un peu en panne de résultats. Parce que malgré une victoire sur le Tour de la Provence, ça n'a quand même pas été exceptionnel. Et de l'autre côté, un coureur qui réussit quasiment tout depuis le début d'année qui est sur un rythme exceptionnel, avec un train qui fonctionne à la perfection, avec une entente avec ses équipiers qui a l'air d'être exceptionnelle. Il y a une différence entre les deux qui est assez nette. Et quand je vous disais qu'au bout d'un moment, il y aurait quand même un problème entre Pedersen et Milan, on y arrive, parce qu'en fait, Milan a pris l'ascendant pour moi sur Mats Pedersen, et que je vous l'avais dit, mais quand vous voyez le programme des deux, le Tour de France, c'est pas Pedersen qui va le faire, c'est Milan. Et la chute en fait de l'an dernier de Pedersen, c'est-à-dire la chute sur le Tour de France, elle a des conséquences énormes, tu t'aperçois aujourd'hui, sur le programme et sur la confiance, sur les équipiers aussi, parce qu'avant Stuyven et Dwartens, ils étaient avec Mats Pedersen, ils n'étaient pas avec Jonathan Milan. Là aussi, ça veut dire qu'on donne des très bons équipiers à Milan et on habille Pierre et on déshabille Paul. C'est un peu ça dans l'idée. Là, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que Tuns, Stuyven, ils étaient avant avec Pedersen, ils sont avec Milan. Et je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour Pedersen d'exister dans cette équipe. Face à Milan, je pense que ça va être de plus en plus compliqué dans les prochaines semaines, prochains mois, voire peut-être au mieux les prochaines années. Mais je pense que même dès la fin de saison, ça sera compliqué. Parce que si Milan réussit un super Tour de France en plus, imaginons il gagne, je sais pas moi, une grande classique aussi, genre Gand-Wevelgem, derrière, Pedersen, il va un peu tirer la gueule au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, c'est assez vraiment surprenant, l'ambiance d'un côté et l'ambiance de l'autre, où peut-être aussi que Pedersen commence à gueuler sur ses équipiers parce qu'il sent la pression de Milan. Il sent la pression quand même, indirectement. Tu sens que ta place dans la hiérarchie, elle est peut-être plus aussi bonne qu'avant. Et forcément, tu prends un peu de pression et tu commences à t'énerver un peu plus. Et une sorte de cercle vicieux qui commence à se mettre en place
autour de Pedersen. Deuxième coureur top aujourd'hui, Paul Penwet. Là, de toute manière, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Sur le sprint, c'est très simple. Les 1, 2, 3, ils sont 1, 2, 3 au virage. Alors, c'est vrai que je l'avais un peu dit, il fallait être très bien placé au virage. Moi, j'ai eu un peu peur, c'est que Steve Chenal disait qu'il fallait être bien placé, mais pas trop tôt devant. Donc, c'est vrai que je me suis dit, peut-être est-ce que je me suis pas un peu emballé Et puis, en fait, non, il fallait être plutôt bien placé. Parce que ce dernier virage, il est quasiment aux 300 mètres et qu'en gros, à la sortie du virage, tu es quasiment dans le début du sprint. Oui, il fallait être extrêmement bien placé du côté des coureurs. Et oui, Penwet, il prend la bonne roue. Il s'est pas fait chier, il prend la roue de Milan, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'à 5 bornes de l'arrivée, il prend la roue de Milan. Alors le problème, c'est qu'ensuite, Szilard lui est passé devant par une petite vague qui est passée devant lui. Mais sinon, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'erreur, quoi, en gros, du côté de Penwet. De toute façon, sinon il aurait fait 2. Bon, entre 2 et 3, il n'y a pas de différence énorme du côté de Paul Penwet, je pense. De toute façon, Milan était devant. Et je trouve que son sprint est pas mal en termes de puissance, parce que je trouve qu'il arrive à remonter un peu sur Szilard. Alors que, quand même, Szilard, il fait un bon début de saison aussi. Donc je trouve que c'est pas mal du côté de Paul Penwet. J'espère que ça va lui donner de la confiance. Et puis, indirectement, la chute de David Gaudu peut lui donner des équipiers. Pour peut-être des prochaines étapes un peu plus plates, notamment dimanche, mais il y aura avant dimanche, il y aura des étapes qui peuvent convenir à Paul Penwet. Et là, il y aura ça sera peut-être intéressant pour le coureur français. Mais il bat quand même aujourd'hui Coy, il bat Bennett, il bat Van Dijk, il bat Koka, Van Duden, donc il bat du beau monde. Et pour un coureur qui a connu une année 2024 bien difficile, ça a été une année compliquée, ça a un peu marqué un coup d'arrêt dans sa saison. Là, surtout que les résultats depuis le début d'année n'avaient pas été si exceptionnels que ça du côté de Paul Penwet. À réussir à se relancer sur une épreuve World Tour, c'est vraiment pas mal. Et non, là c'est un bon résultat pour lui. Il faudra voir s'il arrive à rééditer ça dans les prochains jours. Avec en plus une équipe qui sera peut-être encore plus à son service, mais là il a fait vraiment le super boulot. Regardez le job qu'il fait vraiment un petit peu caméra d'hélicoptère pour aller choper la roue de Milan. C'est vraiment c'est très bien fait. C'est dommage, Szilard lui passe juste devant à un moment, il y a une petite... il se fait légèrement enfermer Penwet dans la roue de Milan et c'est là où Szilard arrive à passer. Mais non, sinon, de toute façon aujourd'hui il n'y a rien à faire pour battre Milan. Et en gros, le classement qui est au virage, c'est le classement à l'arrivée. Puis je termine avec Szilard. Déjà pour Tudor, encore une fois, un bon résultat. Et je dirais qu'avec Dainese, déjà sur Paris-Nice, c'est bien. Puis c'est toujours une période où ils sont performants. C'est pas comme si l'année dernière, De Klein avait gagné une étape sur Paris-Nice. Et puis du côté de Szilard, beau début de saison. Autant De Klein est extrêmement discret depuis le début d'année, autant Szilard a su en profiter. Déjà quand De Klein a eu des problèmes, lui par exemple il prend la 3e place sur le Alou Tour. Sur UAE il prend quand même une 6e place. Et deuxième aujourd'hui, donc lui qui a été surtout poisson pilote d'Arvin De Klein. Là un Arvin De Klein qui est un petit peu plus en difficulté pour le moment. On va pas se mentir, du côté de la Tudor, De Klein n'arrive pas à avoir les mêmes résultats que sur les 2 dernières années, et puis il est blessé même en ce moment. Eh bien, il essaye d'en profiter et ça se passe plutôt pas mal. Voilà, il faudra voir maintenant comment ça se passe pour Szilard, et est-ce qu'on gardera la même hiérarchie entre Szilard et De Klein lors du retour du coureur de son coéquipier néerlandais, ou est-ce que si De Klein n'arrive pas à avoir des résultats dans les 2-3 mois à venir, est-ce qu'on ne mettra pas on ne mettra pas De Klein au service de Szilard, mais c'est un bon début de saison qu'il nous fait, le coureur néerlandais. Donc on va voir comment ça va se poursuivre pour lui. Et là, il a bien pris la bonne... il a bien fermé la porte à Penwet, mais c'était propre, la manière dont il ferme la porte, mais il a très bien fait et il a très bien pris la bonne vague. Et voilà, il a très bien joué également dans le sprint, donc bravo aux Néerlandais pour cette belle 2e place. Et bien on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Allez, on regarde les bonnets d'âne. Ça va être très franco-français dans ces bonnets d'âne, à part un.
Sur les 4, sinon ça va être très français. Bon, bah bien entendu, alors comme d'habitude, certains qui vont critiquer le fait que je mette Bonedan, mais je vais pas le mettre au top non plus, hein, donc à un moment, faut faire des choix. C'est David Gaudu. David Gaudu, nouvelle chute pour David Gaudu, et là ça commence à être inquiétant parce que c'est la 4e, je crois, depuis le début de saison. Et encore, il y en a peut-être eu d'autres, hein, mais il y en a eu 2 au Stradé, il y en a une à l'entraînement, il y en a eu une là encore, et j'en rate peut-être d'autres. Alors celle à l'entraînement, oui, c'est pas de chance, mais par contre sur les 4, il n'y a pas que du pas de chance. Alors le problème, c'est que celle de Stradé, c'est avant le direct télé. Donc celle-là, bon, on peut pas dire trop ce qui s'est passé. Après, c'était peut-être une prise de risque d'aller au Stradé Bianche. Gaudu, c'est une crevette. La possibilité qu'il fasse un résultat sur les Stradé Bianche, elle est quand même très faible. Voilà. Je pense surtout que dans cette équipe Groupama FDJ, il y a d'autres coureurs qui ont plus la capacité de faire des résultats sur cette course. Je pense à Madouas, je pense à Grégoire. Je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour l'emmener. Voilà, Gaudu. Je ne sais pas si c'était vraiment la meilleure course pour David Gaudu en préparation du Giro. C'est surtout que les qualités de puncher de Gaudu, ça marche sur la Flèche Wallonne, mais ça marche pas sur le Tolsé. C'est un tout petit gabarit, donc là il faut avoir de la puissance sur les Stradé. Voilà, je suis pas sûr qu'il ait les qualités requises pour être performant sur les Stradé aujourd'hui, David Gaudu. Donc je suis quand même, voilà, je me dis, est-ce que c'était le meilleur endroit pour aller? Peut-être pas. Là aujourd'hui, pour moi c'est pas la faute à pas de chance. Non, on est sur un endroit de ravitaillement. Et voilà, il y a beaucoup de soigneurs à cet endroit-là de la route. Et quand il y a des soigneurs, on sait très bien que les risques augmentent. Que voilà, il y a un peu de la déconcentration, il y a un petit mouvement devant lui. Il n'est pas très bien placé à ce moment-là. Hein. Là aussi, il est placé plutôt à l'arrière du peloton. Bah oui, ça pardonne pas. Hein. Mais c'est comme Roglic. Tu sais, Roglic, à un moment, on disait c'est de la malchance, c'est de la malchance. Non. Par exemple, sa chute sur le Tour de France, il est mal placé. Donc c'est pas de la malchance. Là, je pense qu'en termes de placement, on pouvait faire mieux. Alors, je dis pas que s'il avait été placé tout devant, il n'aurait pas évité la chute. Mais forcément, quand tu es dans le dernier tiers du peloton, dans une zone où il y a des soigneurs, tu sais que tu prends un risque. Parce qu'on sait très bien que dans les zones de ravitaillement, c'est souvent un lieu où il peut y avoir des chutes. Là, il y a peut-être une erreur du côté de David Gaudu, mais après, moi je suis inquiet, c'est quand même pour le Giro. Parce que le Giro, c'est dans 2 mois. Hein. Donc, dans moins de 2 mois, il faut qu'il soit opérationnel. Il va arriver avant le Giro. Il y a 2 solutions. Soit il arrive avec très peu de jours de course, c'est-à-dire qu'il reste sur le programme qui était prévu au départ pour le Giro, et il va arriver avec très peu de jours de course sur le Giro. Donc là, c'est quand même une prise de risque, parce que le début en Albanie est quand même assez musclé. Donc il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de courses. Et en se disant après, bah, plus je vais faire de jours de course, plus je vais monter en puissance. Et avec cette 3e semaine qui va être costaud, ça va être plutôt pas mal. Mais il perdra du temps sur les chronos parce qu'il ne sera pas au top de sa forme. Et il aura peut-être un début de course compliqué. Soit tu as la 2e solution, tu décides un petit peu d'essayer de rattraper le retard. Ça veut dire de rajouter des jours de course. Donc voilà, d'avoir un mois d'avril avec plus de dossards que ce qui a été prévu à la base. Le risque en faisant ça, c'est d'augmenter le taux de fatigue. Et que même si tu arrives avec seulement 30 jours de course, on va dire avant le Giro, le problème c'est que tu auras accumulé peut-être sur les 5-6 semaines avant le Giro, une vingtaine de jours de course ou une quinzaine de jours de course, et donc tu auras accumulé pas mal de fatigue. Il va y avoir des questions qui vont se poser également sur les reconnaissances des étapes du Giro, parce qu'il ne connaît pas forcément hyper bien l'Italie, hein, donc le problème de Gaudu, c'est que comme il fait pas, comme il va être absent pendant peut-être 5-6 semaines si c'est une clavicule, il pourra peut-être pas faire autant de reconnaissance qu'il le souhaitait. Et ça peut avoir un impact dans cette 3e semaine. Et puis, oui, la question c'est comment il sera physiquement, parce que là, il prend du retard, hein, forcément, c'est pas la meilleure période pour tomber. Donc, et puis là, on accumule les chutes. Donc en fait, les jours où il a été opérationnel à 100%, ils sont pas nombreux. Et c'est dommage parce que lui qui était dans une belle dynamique après sa Vuelta, il fait quand même une belle Vuelta, cette belle dynamique, elle se dégrade au fur et à mesure, et la confiance qu'il avait accumulée au moment de la Vuelta, où il était très en confiance à ce moment-là, où il avait fait plutôt une bonne fin de saison, et la confiance, elle fait comme ça.
Et c'est un peu dommageable du côté de David Gaudu. Donc ouais, j'espère que ça va se remettre bien, correctement, et qu'il pourra faire un bon Giro. Mais voilà, hein, je suis quand même un petit peu inquiet pour le français. Brian Cocard, et puis Valgren aussi, hein, dans la chute, on peut noter, c'est un peu dommageable aussi pour Valgren, qu'on a quand même... Ouais, lui, il a bien souffert avec le cyclisme, hein. C'est un peu comme Pozzovivo, eux, ils ont bien pris quand même dans leur vie, dans leur chair. Oui, deuxième coureur flop, Brian Cocard. Bah, tout simplement parce qu'il est pas si mal placé que ça au virage. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup trop d'efforts avant le virage pour être passé à cet endroit-là. Et que lui, ensuite, bah, quand il fait son sprint, il n'y a plus d'énergie, hein, tout simplement. Et c'est dommage parce que je pense que vu l'équipe qu'a la Cofidis, il n'y a pas vraiment de leader pour le classement général. Donc, on peut emmener Cocard. Voilà, on peut emmener Cocard, on peut faire l'effort. Allez, tu laisses en protection un Rambourou parce que tu sais qu'il y a d'autres étapes qui peuvent lui convenir, mais en gros, on peut mettre toute l'équipe au charbon pour Brian Cocard. Sauf que dans le final, bah, Cocard, il se démerde encore seul. Comme trop souvent, hein. C'est vrai que c'est la réflexion qu'on a quand même depuis quelques temps, c'est que Cocard, je sais pas d'où vient cette théorie comme quoi il est super bon seul, mais il y a un moment, il faut quand même lui mettre des mecs pour l'aider, quoi. Et moi, je trouve que sa meilleure saison, c'est quand il était avec Walscheid chez Cofidis. Donc il y a un moment, il faut qu'il ait une équipe autour de lui. Et là, c'est ce qui manque, hein, du côté de la Cofidis aujourd'hui. Il est trop seul dans le final. Donc il bouffe du vent. Et à un moment, ça pardonne pas, hein. Il y avait en plus du vent à une trentaine de kilomètres/heure. Le vent qu'il a bouffé, bah, c'est de l'énergie qui lui a manqué sur son sprint. Et en fait, quand il déclenche, il n'y a rien qui se passe. Il se passe absolument rien. Mais comme ça. Voilà, quand il essaie de mettre en route, en fait, il y a pas grand-chose qui se passe parce qu'il a fait en fait les efforts trop tôt. Auparavant, pour être bien placé, s'il avait eu un équipier, deux équipiers qui l'avaient protégé du vent à ce moment-là, bah, au lieu de faire 7 ou 8 aujourd'hui, il fait peut-être 3 à la place de Penouette. C'est un petit peu dommageable. Voilà, du côté de cette formation, donc je pense qu'on aurait pu mettre des mecs à son service, qu'on aurait pu construire un train. Au moins pour essayer de l'aider avec 2-3 mecs dans le final, parce que là il manquait beaucoup trop de monde pour être performant dans un sprint aussi musclé que ce qu'on peut avoir du côté de Tirreno Adriatico. Paul Magnier, bah, il était plutôt bien entouré, Paul Magnier, mais je pense qu'il s'est fait, parce qu'il finit que 24e aujourd'hui, hein, Paul Magnier. Je pense qu'il n'a pas trouvé l'ouverture du tout, Paul Magnier. Et on le voit, hein, il ne trouve pas l'ouverture parce que Pedersen finit devant lui. Or, Pedersen, je pense, devait être le poisson pilote de Paul Magnier. Donc, on ne s'est absolument pas trouvé. On parlait, hein, de l'organisation qu'il faut dans un sprint, notamment avec la Lidl aujourd'hui, mais on en parlait hier aussi avec Van der Berge et Tim Merlier. Bah là, très clairement, le sprint ne s'est pas bien déroulé. Et pourtant, Paul Magnier était très motivé en me disant les victoires de Merlier, ça nous met en confiance. Mais là, on s'est pas trouvé. Et c'est vrai que les sprints en Italie sont souvent des sprints très musclés, quoi. Faut réussir à faire sa place. Là, il a peut-être été trop tendre. Et si tu fais pas ta place tout de suite, après c'est mort. Il finit derrière Pidcock et Van Der Poel, qui n'ont pas fait le sprint. Donc il finit derrière Groenewegen qui fait 5 bandes qui revient dans le peloton, qui a 4 bandes de l'arrivée, donc qui a fait une poursuite dans le final énorme. Donc c'est pas bon du côté de Paul Magnier, c'est dommage. Voilà, parce que c'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait face à Milan. Moi je l'avais mis parmi mes favoris aujourd'hui. Alors j'étais peut-être un petit peu optimiste, mais je voulais surtout voir ce que ça pouvait donner face à Milan, face à Olaf Koy. Bon, bah j'attendrai un autre sprint pour le savoir, parce que là aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, 5 bornes de l'arrivée, on voit les quick step. Alors ils n'arrivaient pas à rivaliser véritablement avec la Lidl Trek, mais ils sont quand même à l'avant du peloton. Sauf que dans le final, bah, peut-être qu'il a été un peu trop tendre, Paul Magnier. Après, ça reste aussi un jeune coureur, pas forcément habitué à avoir des sprints avec autant de densité également au départ. Donc c'est de l'expérience, et j'espère qu'il s'en servira pour les futurs sprints dans les jours à venir. Et puis après Paul Magnier, après Brian Cocard, après David Gaudu, je termine avec la Polti Visit Malta. Leur stratégie face à Tarozzi, je trouve que ça fait un peu rap-tout, quoi. Non, voilà. Je pense que ça va pas plaire à la Bardiani et je pense que ça va pas plaire à certaines formations demain. Ça fait un peu la stratégie du voleur, quoi.
T'as Tarodi qui se casse le cul, qui est le seul à partir en échappée en début de journée. C'est vrai que là aussi, il faudra peut-être un jour trouver une solution avec des points UCI en cours d'étape, parce que sur les étapes de plat, on s'aperçoit que même sur Paris-Nice, il n'y a plus grand monde qui veut partir en échappée, et comme les pelotons laissent pas beaucoup de marge, s'il n'y a pas une carotte à un moment, il y a certaines journées, on va vraiment se faire chier de plus en plus dans le cyclisme sur les étapes de plat, parce que là aujourd'hui, c'était quand même pas très passionnant. Mais Tarodi se casse le cul à prendre l'échappée. C'est-à-dire qu'il se casse le cul à faire le spectacle. Il n'a rien à gagner, sauf ses points du classement de la montagne. Et là, t'as deux couillons qui se disent « Ah ben on va lui voler la vedette ». Parce que c'est vraiment ça, c'est lui voler la vedette, c'est vraiment un comportement de voleur. Aujourd'hui, qu'il y a eu la Polti Visite Malta. Alors je sais, on a le droit de le faire. Et je le dis, je suis le premier à le dire, que dans le cyclisme, on peut gagner de manière moche. Mais on gagne une étape de manière moche. On gagne un classement général de manière moche. Pas un classement de la montagne au bout de 2 jours de course. C'est-à-dire que là, vraiment, bon, ils n'ont pas pris l'échappée, bah, tu laisses les points à Tarodi, quoi. Et puis même si tu rattrapes Tarodi, bah, tu lui laisses les points de la première place. Tu fais 4 et 2 derrière. Voilà, tu prends les points de la deuxième et de la troisième place, mais tu prends pas les points du premier, quoi. Là, ça fait vraiment rap-tout. Ça fait petit. Voilà, ça fait petit. Et je pense pas que la Polti Visite Malta sorte grandie de cette stratégie-là, parce que ça fait un peu la stratégie du voleur, quoi. Et voilà, Tarodi s'est cassé le cul pendant toute la journée pour au final même pas avoir un maillot distinctif, parce qu'il y a 2 mecs qui ont décidé de le récupérer et d'avoir un comportement de voleur. Ouais, je trouve ça petit. Voilà, petit de la part de la Polti Visite Malta. J'ai pas apprécié cette stratégie. Surtout voilà, pour demain, en plus, ils auront peut-être déjà plus le maillot de leader du classement de la montagne. Et puis c'est peut-être un classement qu'ils arriveront de toute manière pas à conserver jusqu'à l'arrivée. Donc avoir cette stratégie-là pour un classement que tu n'auras peut-être pas à l'arrivée, voilà, je trouve ça mesquin, petit et pas très fair-play, tout simplement, du côté de la Polti Visite Malta. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements et on commence avec le classement de l'étape, je vais y arriver, avec Jonathan Milan, donc vainqueur aujourd'hui devant Michael Zillard et Paul Penouet, Koy Consoni 4 et 5, il n'y a pas eu de déclassement aujourd'hui, contrairement à hier sur Paris-Nice. C'est vrai que maintenant j'attends toujours un petit peu, peut-être plus longtemps qu'avant, pour savoir si, je pense que sur le Giro par exemple, maintenant que j'ai la fibre, je peux me permettre d'attendre un peu plus longtemps, mais aussi parce qu'il y a ces soucis de déclassement qui arrivent parfois 1 heure, 1 heure et demie après. Donc peut-être que j'attendrai 1 heure ou peut-être 3/4 d'heure avant de faire la vidéo pour être sûr que le classement soit à jour. Alors sur le Giro, de toute manière, déjà ils mettent normalement 1 heure à mettre le classement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais sur le Tour de France, où parfois je faisais les vidéos très rapidement, là peut-être que je mettrai un petit peu plus de temps. Du côté du classement général, Ghana, donc toujours leader devant Milan, qui prend des secondes de bonification, donc qui reprend un petit peu de marge, et qui gagne 3 positions devant Ayuso, Price, Peterson et Tiberi. On retrouve ensuite derrière G, Cataneo, Vareskjold, Del Toro, et donc Zillard également, qui rentre dans le top 10. Du côté du maillot vert, enfin du maillot plutôt classement de meilleur sprinter, c'est Milan donc qui est en tête devant Ghana et Ayuso. Du côté du classement de la montagne, c'est Davide Baïs, donc avec Polti visite... le team Polti visite Malta, et puis du côté du maillot blanc, Milan, Ayuso, Tiberi, mais ça devrait changer demain, et Ineos en tête du classement par équipe. Là, il n'y a pas eu de changement par rapport à hier, on est toujours sur les mêmes écarts par rapport à l'étape numéro 1. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, bien, nous, on se retrouve demain matin, 7 h, pour la présentation de l'étape de Paris-Nice. 9h30 pour la présentation de l'étape de Tirreno Adriatico. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.